Bonjour et bienvenue, je suis très heureux de vous retrouver pour ce 25e webinaire Second Souffle. Second Souffle, une association qui existe depuis 10 ans. Nous sommes reconnus d'intérêt général et nous accompagnons les entrepreneurs à rebondir avec ou sans leur entreprise ou toute autre forme d'emploi. Composé de chefs d'entreprise, d'experts métiers et de bénévoles, nous soutenons tous les entrepreneurs, qu'ils soient en société, TPE, PME, avec ou sans salariés, indépendants, freelance ou en micro-entreprise et sans aucun critère de sélection. Et nous sommes présents en France métropolitaine et également en Outre-mer. Voilà, la plateforme de webinaire, vous commencez tous un petit peu à la connaître, mais bon, pour les nouveaux, sur la partie droite de l'écran, vous avez deux onglets. Le chat, c'est pour discuter entre vous. Les questions, pour poser vos questions. Alors, posez bien vos questions dans la partie questions, sinon ça va être perdu dans le chat. Posez les questions avec le bouton en bas et vous pouvez voter également aux questions des autres participants, les questions que vous trouvez les plus pertinentes et nous essaierons d'y répondre. Des petits problèmes techniques, c'est le lien qui se trouve tout en haut de votre écran. Voilà. Alors, donc aujourd'hui, le tribunal de commerce. Alors, personne ne souhaite s'y retrouver un jour, mais dans cette période difficile, face aux difficultés rencontrées, il est indispensable de s'y préparer. Et c'est Charline Hubert-Brosse, avocate en droit des affaires, spécialisée en droit des entreprises en difficulté et bénévole de l'association Second Souffle, qui est notre invitée pour parler de ce sujet délicat. Bonjour Charline. Bonjour William. Alors Charline, toi c'est ton sujet, c'est ton quotidien, on va dire. Première question, Charline, est-ce que le tribunal de commerce est vraiment là pour nous aider? Alors oui, William, et ça sera le premier message et pour moi le plus important, le tribunal de commerce est là pour aider les chefs d'entreprise et non pas pour les sanctionner. Et j'insiste parce que cette idée a la peau dure et passer la porte du tribunal de commerce, c'est passer la porte d'une institution avec un environnement économique qui sait aider les entreprises et qui sait mettre en œuvre un panel d'outils utiles à la sauvegarde de l'entreprise, à sa pérennité, à la pérennité de l'emploi. C'est-à-dire que là où les gens ont l'habitude d'entendre parler de dépôt de bilan et qu'ils imaginent que l'entreprise est fermée et que passer la porte du tribunal de commerce n'a aucune notion autre que fermer une entreprise, non. La mission première et principale du tribunal de commerce, c'est la pérennité de l'activité économique, la pérennité de l'emploi, la sauvegarde de l'emploi. Et non, ce n'est pas une honte que de franchir la porte du tribunal de commerce. Au contraire, c'est une décision responsable de la part du dirigeant. Et une situation de crise, de difficulté dans la vie d'une entreprise, ça arrive en fait tout le temps. Alors, en ce moment, on en entend beaucoup parler parce que nécessairement, la crise sanitaire entraînant une crise économique importante, le sujet devient un petit peu phare, mais en vérité, ça arrive tout le temps. Une crise passagère, structurelle, ponctuelle, conjoncturelle, et le tribunal de commerce est l'interlocuteur privilégié du traitement de cette crise en vue principalement d'une sauvegarde de l'activité de l'entreprise et d'une sauvegarde de l'emploi. J'aimerais juste donner quelques mots d'explication, d'interprétation qui sont les miennes sur pourquoi cette image de sanction et de faillite un peu honteuse et honteuse et qui empêche les dirigeants de franchir la marche du tribunal de commerce vient, à mon avis, de l'histoire du traitement des difficultés dans l'histoire du commerce. Et il faut savoir que le mot faillite, et ça c'est très important, n'existe pas dans le code de commerce aujourd'hui. Les gens qui me disent tu fais du droit de la faillite, non, je fais du traitement d'entreprises en difficulté, je fais du droit des entreprises en difficulté, comme tout l'écosystème avec lequel je travaille et dont on va parler. Et il faut savoir que la faillite ne renvoie qu'à une seule notion, en fait, aujourd'hui en droit,
c'est une notion de sanction, qui est la faillite personnelle, qui est une sanction qui est appliquée à des dirigeants, mais d'une particulière mauvaise foi. On est vraiment sur le 0,1% des cas de procédure collective où le tribunal prend une sanction contre le dirigeant qui a particulièrement, on va dire, abusé, entre guillemets, avant le dépôt de son bilan. Et donc, la faillite aujourd'hui n'est plus un mot qui est utilisé et qui doit sortir du langage courant d'ailleurs et qui en fait est à mon avis l'emprunt de l'histoire qui était appliquée aux débiteurs qui ne payaient pas ses dettes. Parce qu'il faut quand même savoir que dans le droit romain, le débiteur pouvait être rendu esclave de son créancier, voire être vendu en tant qu'esclave si il n'arrivait pas à payer ses dettes par le fruit de son travail en tant qu'esclave. Au Moyen-Âge, on était accroché au pilori, donc c'est de là que vient l'expression être porté au pilori. On était porté sur un poteau à l'entrée de la ville pour marquer à tous les marchands de la ville la honte que c'était que d'avoir des dettes. Il y a certaines périodes où on a même pu être condamné à mort pour ça. Et moi, je pense, après c'est une interprétation peut-être philosophique, mais qu'on est très marqué par ça, par des siècles et des siècles et des siècles de procédures principalement pénales, graves, honteuses, où on marquait le débiteur qui ne payait pas. Ce n'est plus le cas aujourd'hui, et je voulais commencer par ça. Ce n'est plus l'objectif de la loi, ce n'est plus l'objectif du tribunal de commerce. La sanction et l'opprobre porté, en tout cas, n'existe pas dans le code de commerce et au tribunal de commerce. Voilà, sauf cas très exceptionnels, en cas de particulière mauvaise foi et de manipulation un peu frauduleuse de l'argent et des situations, mais c'est un cas très minime. De nouveau, j'insiste. Voilà, je pense que c'était important de commencer par ça parce que c'est la question tout le temps de cette crainte, cette honte, cette appréhension, etc. Deuxième appréhension pour les purger avant de rentrer dans le vif du sujet, on entend souvent, oui, mais de toute façon, aller au tribunal de commerce, statistiquement, X%, alors les gens disent 80, 90%, je ne connais pas d'ailleurs, c'est les chiffres qui circulent, c'est rumeur, X% des procédures collectives et dans un grand nombre finissent en liquidation judiciaire, ça ne sert à rien. Alors, ces statistiques sont très faussées par le nombre de petites procédures ouvertes sur des micro-structures comme de l'entreprise individuelle, voire du micro-entrepreneur. Par exemple, le chauffeur de VTC qui a monté sa petite structure pour conduire sa voiture, etc. Ces gens-là aussi sont éligibles à ces procédures, donc se rendent au tribunal de commerce, bien évidemment. Et il y en a beaucoup par rapport au nombre de PME plus classiques ou même TPE, mais qui ont une activité, on va dire, un peu plus pérenne, avec 1, 2, voire beaucoup plus de salariés. Et donc, forcément, ça fausse les statistiques. Ça, c'est une certitude. Cette histoire de statistiques des liquidations judiciaires est en fait plutôt représentative du nombre de tout petits dossiers qui finissent au tribunal de commerce que des vrais dossiers de PME avec une notion de sauvegarde de l'emploi et de sauvegarde de l'activité. Et en fait, il faut plutôt regarder, à mon avis, et de l'avis de tous les professionnels de ce métier, le taux de sauvegarde de l'emploi qui est, lui, à mon avis, beaucoup plus parlant, c'est-à-dire qu'en procédure collective, et on va détailler bien évidemment ce que veut dire une procédure collective derrière, mais en procédure collective, le taux de sauvegarde de l'emploi, c'est 55%. Alors, c'est bien. Alors, oui, c'est 1 sur 2. C'est sûr qu'on ne sauve pas toutes les entreprises, mais c'est 1 sur 2. Voilà. Et ça, c'est très important à entendre. Voilà. Une fois que ces a priori sont, on va dire, un petit peu dépassés et qu'on se dit, bon, je vais peut-être m'interroger sur l'opportunité d'aller au tribunal de commerce, la question qui revient souvent, c'est mais quand est-ce que je dois justement m'interroger pour aller au tribunal de commerce? Comment je sais que je suis éligible à passer la porte du tribunal de commerce? Comment je sais que je suis en crise de manière assez marquée pour frapper la porte du tribunal de commerce? Et d'autant plus en ce moment où tout le monde a un peu l'impression d'être dans une situation
de crise, d'être dans une machine à laver de difficultés depuis le début de la crise sanitaire. Et effectivement, tout le monde se dit, mais est-ce que moi, je dois y aller? Est-ce que mon voisin doit y aller? Bon, où est-ce que j'en suis de ma situation? Comment j'appréhende? Comment j'anticipe? Alors, je pense que le premier l'interlocuteur naturel qu'il ne faut jamais négliger, c'est son expert comptable. Ça, on le dit souvent dans les interventions aussi avec Second Souffle, c'est quelque chose qui revient souvent. Il ne faut pas s'isoler, il ne faut pas passer ses nuits à regarder sur Internet la définition d'une procédure collective et s'angoisser, on va dire, tout seul dans son coin. Il faut parler à des professionnels du chiffre et du droit. Bon, alors du chiffre, c'est l'interlocuteur naturel, c'est son expert comptable. C'est celui qui, de toute façon, fait votre bilan une fois par an. Donc, a priori, vous le voyez au moins une fois par an. Moi, à titre très personnel, je vous conseille de le voir un peu plus qu'une fois par an et de plus l'utiliser comme un conseil que comme juste quelqu'un qui fait un bilan. Mais son expert comptable, c'est celui qui va avoir un regard de professionnel sur la trésorerie. Parce que dans une situation de crise comme celle qu'on est en train de vivre, enfin, mais de manière générale dans une situation de crise, le point central de réflexion, c'est la trésorerie de l'entreprise, c'est-à-dire combien j'ai aujourd'hui en disponible et combien j'aurai demain. Donc, c'est une vraie discussion et une vraie réflexion sur, en fait, des prévisionnels. Et ça tombe bien parce que je crois que Second Souffle a fait déjà des webinaires sur ce sujet la semaine dernière, je crois, pas plus tard que la semaine dernière. Donc, l'idée de base de la réflexion, c'est ma trésorerie. Où est-ce que j'en suis? Mes prévisionnels, où est-ce que j'en serai demain, la semaine prochaine, dans 3 mois? Et de là en découle une notion de besoin en trésorerie. Donc, il y a les termes plus techniques de besoin de fonds de roulement, bon, voilà, et de combien j'aurai besoin demain. Et si à cette question, il commence à avoir un vrai problème pour bâtir ses prévisionnels et qu'on voit qu'à 1 mois, à 2 mois, il n'y a pas de réponse, c'est-à-dire que concrètement, on est dans une impasse de trésorerie. Là, j'ai envie de dire, c'est le moment de se dire, est-ce que je ne dois pas aller au tribunal de commerce? Voilà. Si on devait simplifier quand est-ce que vraiment il faut que je me pose cette question, c'est à ce moment-là. Et à ce moment-là, l'expert comptable peut être effectivement un premier filtre, quitte à ce qu'il oriente le dirigeant vers un avocat peut-être spécialisé, par exemple comme moi, dans ce métier, ou directement un administrateur judiciaire, et on redéfinira derrière un tout petit peu ce qu'est un administrateur judiciaire, dont une partie de notre métier et de notre quotidien est de recevoir des gens juste pour consultation, pour valider que c'est le moment ou pas de se poser des questions. Ça ne veut pas dire donc qu'on va avoir un avocat spécialisé ou un administrateur judiciaire ou un avocat tout court d'ailleurs, on doit ouvrir la procédure. On peut tout aller voir ces gens-là pour consulter sur sa situation et prendre l'avis d'un professionnel de la restructuration d'entreprise, de la crise, professionnel du droit et du chiffre, sur est-ce que c'est le bon moment. Voilà, parce que prendre cette décision tout seul, mon avis, me paraît un petit peu compliqué et dans tous les cas très stressant. Et en outre, vous permettra pas vraiment de vous préparer à derrière la procédure qui va être mise en œuvre, puisque vous n'aurez pas forcément dès le départ la bonne explication de comment ça va se passer derrière. Bon, même si on va essayer aujourd'hui en quelques minutes d'expliquer comment ça peut se passer derrière. Voilà. Pourquoi c'est très important la trésorerie en ce moment et pourquoi c'est en fait le point essentiel de réflexion, c'est parce que par les différents mécanismes d'aide, de suspension de paiement, de report de charges, de PGE et tout ce qu'on connaît et qui a été mis en œuvre par l'État depuis mars, et c'est très bien. Néanmoins, créer une situation confortable parfois en trésorerie parce qu'on a suspendu tout un tas de choses où on a obtenu une aide et c'est un peu un trompe-l'œil. Si on fait des prévisionnels un peu plus
on va dire, réfléchi et qu'on se dit, mais à 2-3 mois, quand je vais devoir rembourser mon aide ou commencer à payer mon échéancier ou quand mon activité va reprendre si je suis un commerce fermé, comment je tiens en trésorerie. Et de nouveau, si la réponse est très compliquée à sortir, ça veut dire, à mon avis, qu'il faut s'interroger sur le passage au tribunal de commerce. Bon. Ensuite, comment vous pourrez présenter très rapidement les différentes procédures du tribunal de commerce? Parce que le tribunal de commerce, ça veut quand même dire deux choses différentes. Ça veut dire procédure amiable ou procédure collective. Bon, et cette différence est fondamentale et je pense qu'il m'appartient de la rappeler dans ce webinaire. Procédure amiable, c'est une procédure confidentielle qui est ouverte par le président du tribunal de commerce et non le tribunal de commerce dans sa formation collégiale. Confidentiel, ça veut dire qu'il n'y a pas de mention sur le calice de la société ou de l'entreprise individuelle concernée. Et donc, vous ne ressortez pas sur toutes les bases, société.com, etc., qu'on connaît, où il est facilement possible de voir qui est en procédure ou non. Quel est le but d'une procédure amiable, qui peut être, les deux termes, un mandat ad hoc ou une conciliation? C'est plutôt un but de négociation, de échéancier, de potentiellement remise de dette, mais plutôt on est sur des négociations d'échéancier avec les principaux créanciers de l'entreprise, dans un cadre plutôt négocié, c'est-à-dire que le conciliateur qui sera désigné par le président du tribunal de commerce, qui est un administrateur judiciaire, et de nouveau, je vais détailler les différentes professions ensuite, va plutôt négocier avec les créanciers pour votre compte, et avec vous, souvent, des délais de paiement plus longs que ce qu'on peut obtenir tout seul, on va dire, avec son simple expert comptable, par exemple. À préciser néanmoins que grâce aux ordonnances prises pendant l'état d'urgence, la conciliation a pris une tournure, en tout cas pour l'instant jusqu'au 31 décembre, mais on attend et on espère que ces textes soient prorogés vu la situation actuelle, une tournure un peu plus coercitive où on peut imposer des délais. Et ça, c'est très important que ça soit dit, puisque la conciliation est un outil fort utile, qui souvent apparaît comme réservé à des très grosses entreprises, et je ne pense pas que ça soit le cas. Elle peut être appliquée à des plus petites entreprises et de la PME, et notamment permet aujourd'hui, dans le cadre de textes dérogatoires, d'imposer des délais. Bon. Donc ça, il faut absolument s'interroger sur cette possibilité d'ouvrir une simple procédure amiable, sans en passer par l'audience et la procédure collective. En effet, la procédure collective n'est pas ouverte par le président du tribunal de commerce, c'est-à-dire de manière confidentielle, dans le cabinet du président. Ce n'est pas du tout la même démarche. Voilà, on n'a qu'un président en face de soi dans son cabinet de juge au tribunal. La procédure collective est, quant à elle, ouverte devant le tribunal de commerce, donc avec les juges. Les trois juges en général en face de vous, et le procureur à gauche ou à droite, et le greffier de l'autre côté. Et la procédure collective signifie trois choses: la sauvegarde, le redressement judiciaire ou la liquidation judiciaire. La différence principale entre, on va dire, la sauvegarde et le redressement et la liquidation, c'est qu'en sauvegarde et en redressement, l'entreprise continue. Il y a une poursuite d'activité. Dans le cadre d'une période d'observation, c'est le terme de la loi, c'est-à-dire que le tribunal de commerce va observer comment se comporte l'entreprise économiquement et judiciairement pendant la durée de la procédure collective, qui peut être jusqu'à une durée d'1 an, pour mettre en œuvre derrière un plan de redressement. Donc, on est dans une logique où on ouvre une procédure qui arrête les poursuites
les saisies, les dénonciations de baux si on est dans ce genre de procédure. Bref, toutes les procédures judiciaires sont gelées et arrêtées par l'ouverture de la procédure collective. Et ça, c'est souvent vécu comme un vrai moment de soulagement par le dirigeant, qui est acculé parfois par différentes procédures. Et s'ouvre une période dite d'observation où le tribunal va prendre 6 mois plus 6 mois, 1 an pour observer le comportement de l'entreprise juridiquement et économiquement. Au terme de ces 6 mois plus 6 mois, en sauvegarde et en redressement, elle adoptera un plan de redressement, d'étalement des dettes de l'entreprise sur une durée pouvant aller jusqu'à 10 ans. Donc, le but principal de ces procédures, vous l'avez compris, c'est d'arrêter les poursuites à un instant T, sécuriser une situation de poursuite, comme par exemple une situation locative, un bail qui serait menacé par une poursuite du bailleur en résiliation, donner une année de souffle à l'entreprise pour bâtir des prévisionnels sur 10 ans et étaler cette dette. La liquidation judiciaire, quant à elle, ne poursuit pas du tout le même but, puisque contrairement à la sauvegarde et le redressement judiciaire, il n'y a pas de poursuite d'activité et de période d'observation, il y a un arrêt immédiat de l'activité. Donc, la liquidation judiciaire entraîne immédiatement et dès à la sortie de l'audience, et c'est en général assez rapide et souvent vécu de manière un peu brutale, donc il faut le savoir et s'y être préparé, dès le lendemain de l'audience, la société est fermée, ce qui se traduit par une remise des clés au liquidateur, si on a une boutique, le licenciement de tout le personnel, la société s'arrête du jour au lendemain. Donc, on ne poursuit pas du tout les mêmes objectifs. Et c'est pourquoi, quand on vient voir un conseil spécialisé, un avocat, un administrateur judiciaire, un président du tribunal, excusez-moi, je m'étouffe, je vais boire un petit peu. Oui. En espérant que ça soit qu'un chat dans la gorge. Hein. Un chat dans la gorge. Oui, j'avais un peu peur quand tout à l'heure tu parlais des statistiques qui étaient fausses concernant le nombre d'entreprises qu'on arrivait à redresser en passant par le tribunal de commerce. J'ai cru que tu allais me dire que les chiffres étaient faussés à cause de Donald Trump. Mais sinon, ça n'a rien à voir en fait. J'ai pas cette info, mais a priori, non. Il n'y a encore pas de pouvoir sur cette question. Bon, je te laisse terminer, Charline, parce qu'il y a beaucoup de questions. Ouais. Je termine un petit peu la présentation. Donc, la liquidation judiciaire, arrêt de l'activité, ce qui fait que, outre les conditions techniques, quand on va avoir un conseil et qu'on s'interroge sur la procédure, est-ce que je rentre ou pas, dans quelle procédure, dans quel état je suis, etc. Il y a la notion de volonté. Moi, je demande toujours aux dirigeants, qu'est-ce que vous voulez faire? Parce que il y a des dirigeants qui me disent, j'en ai marre, je veux arrêter. Et il faut être OK avec ça. On peut en avoir marre et vouloir arrêter. Et le dirigeant qui veut arrêter ne va pas l'inscrire dans une période d'observation sur 1 an où il va devoir encore mettre de l'énergie à démontrer à un tribunal de commerce la viabilité de son entreprise. C'est OK de dire, on arrête et c'est une liquidation judiciaire. Mais le dirigeant qui ne veut pas arrêter, lui, peut tout à fait s'inscrire dans une procédure de continuité de l'activité sous la surveillance du tribunal dans cette période dite d'observation. Et pour terminer, parce que je pense que c'était quand même un petit peu l'objet de la présentation du webinaire, quels sont ces acteurs que vous rencontrerez donc en audience, qui vous accompagneront dans ces procédures collectives? Quel est cet écosystème spécialiste de l'entreprise en difficulté? Donc déjà, le tribunal de commerce, avec son président en procédure amiable, vous l'avez compris, et sa formation collégiale en procédure collective, avec la particularité, c'est important de l'entendre, qu'il ne s'agit pas de juges professionnels. Il s'agit de juges consulaires, ce qui veut dire que ce sont des anciens chefs d'entreprise, experts comptables, assureurs, mais des anciens professionnels de la vie des affaires qui donc vous comprennent très bien. Parce qu'ils ont dirigé des entreprises, ils ont été conseillers d'entreprise. C'est des gens qui parlent économie, qui parlent
pragmatisme, qui parlent reprise d'activité, qui savent parler clients, qui savent vous entendre dans des difficultés du quotidien, très opérationnelles. On peut avoir des audiences où on parle de choses très concrètes. Les juges savent tout à fait avoir un échange sur cette question. Deuxième personnage dans cet écosystème, c'est celui de l'administrateur judiciaire, qui est le professionnel de la gestion de crise et qui accompagne le dirigeant en sauvegarde et redressement judiciaire et également conciliation quand il est conciliateur, mais principalement en sauvegarde et en redressement judiciaire, qui sont des gens qui ont une formation générale juridique et financière, qui ont une mission d'assistance. Ce n'est pas une mission de représentation, c'est-à-dire qu'ils ne prennent pas le contrôle de la société comme on entend souvent. Ils assistent le dirigeant dans les différentes tâches du dirigeant pendant l'année de la période d'observation et donc vont l'aider à bâtir son plan. C'est lui qui va présenter le plan au tribunal. On va dire schématiquement, il est côté dirigeant. Et on a cette troisième personne qui est le mandataire judiciaire, qui prend sa casquette de liquidateur en liquidation, qui lui va représenter les créanciers. Schématiquement, il est en face de vous et l'administrateur à côté de vous, puisque lui, il recueille les déclarations de créances et préserve les intérêts des créanciers. Ce n'est pas lui qui bâtit votre plan, lui, il est là pour compter le passif, entre guillemets. Voilà. Et pour terminer sur une audience, parce que je crois que c'était quand même une question précise de ce webinaire, une audience d'ouverture de procédure collective, il n'y a pas ces deux acteurs, administrateurs et mandataires judiciaires, puisque par définition, ils ne sont encore pas désignés par le tribunal et que le tribunal va les désigner dans le jugement d'ouverture. Donc, vous êtes tout seul face au tribunal, c'est-à-dire les trois juges, comme on l'a dit au début, le procureur et le greffier. Moi, je vous invite très fortement à n'y pas aller tout seul au tribunal de commerce. C'est pas toujours très bien vécu quand on est tout seul, parce que ça reste une audience avec des gens en robe noire, derrière une grande salle, quand c'est des tribunaux avec des grandes salles, qui vont vous poser beaucoup de questions. Moi, j'invite les dirigeants à y aller avec leur conseil habituel. L'expert comptable sait faire ça. Moi, je connais beaucoup d'experts comptables qui accompagnent leurs clients à une audience d'ouverture. Si vous avez un avocat, c'est évidemment l'idéal, puisque vous serez forcément plus rassuré si vous allez ouvrir une procédure collective avec un avocat dont c'est le métier de parler à des magistrats. Étant précisé que le tribunal de commerce aime entendre les dirigeants. Il faut savoir que même si vous avez un avocat dans une audience de procédure collective, vous avez la parole. L'avocat, il vous assiste pour vous aider à répondre si vous êtes un peu en difficulté sur une réponse ou que vous n'êtes pas à l'aise sur la présentation de quelque chose, mais il ne va jamais parler à votre place. Les magistrats qui sont, je vous le rappelle, des anciens chefs d'entreprise la plupart du temps, veulent parler aux chefs d'entreprise. Donc, effectivement, on a la parole au tribunal de commerce et c'est très bien parce qu'on est là pour s'exprimer. Pourquoi? Et je vais revenir sur le début de mon intervention. Pourquoi on est là pour s'exprimer? Parce qu'on est là pour être aidé et parce que le tribunal de commerce est là dans une mission plutôt de bienveillance, de sauvegarde de l'emploi, de l'activité et d'écoute du chef d'entreprise sur ses difficultés pour essayer de les, on va dire, dépasser et pérenniser son activité. Voilà. Merci Charline, merci beaucoup. C'est long, je crois, je suis désolée. L'écueil des avocats de s'écouter trop parler, ça. Je suis désolée. Alors, on y va direct parce qu'il y a beaucoup de questions. Alors, quelles sont les méthodes utilisées par le tribunal de commerce pour remettre l'entreprise sur les rails de la rentabilité? Y a-t-il des études de business model, des restructurations des activités? Oui, alors en fait, c'est une histoire d'équipe, un petit peu, une procédure collective, c'est-à-dire que le tribunal de commerce va mettre en œuvre des dispositions légales spécifiques qui nous permettent, par exemple, de se séparer plus facilement d'un bail, de résilier plus facilement un contrat qu'on ne pouvait pas résilier parce que dans les cadres normaux, tout ça, c'est pas possible. Donc, il y a des outils juridiques où on peut se séparer plus facilement de contrats, d'actifs, etc., sans indemnité, et des outils financiers qui donc vont être mis en œuvre par le dirigeant et son conseil financier et appréciés par le tribunal. Donc, on va souvent faire des mesures de restructuration qui peuvent
il faut le dire, effectivement, être parfois des mesures de restructuration sociale. Donc, on va avoir une logique d'allègement des coûts, voilà, avec une logique d'optimisation du chiffre d'affaires. Hein, on revient sur des notions de chiffre assez classiques. Et on va voir comment se comporte la société avec ces allègements de coûts pendant un an pour voir si elle a les capacités de présenter un plan. Voilà. Pas d'outils particuliers en matière financière, mais les outils habituels qu'on connaît, sauf qu'ils sont un peu sous le regard de vrais professionnels de la restructuration qui sont l'administrateur judiciaire, notamment, et par contre des outils juridiques très spécifiques qui nous permettent de faire des restructurations dans des délais plus courts, plus efficaces, moins coûteux. Bien. Je vais te poser une question qui nous a été posée avant le début du webinaire. C'est une question de Sandrine. Est-ce que j'ai le droit de me rembourser du compte courant d'associé avant de passer au tribunal, donc avant la procédure? Et ai-je le droit une fois que la procédure est lancée? Oui, question régulière des dirigeants, ça. Alors, plutôt non, mais à nuancer comme réponse. Pourquoi plutôt non? Parce que c'est un terme technique, hein, avant l'ouverture de la procédure collective, il peut se passer une période dite suspecte. Alors, ça veut dire quoi une période suspecte? Ça veut dire que c'est une période entre l'état de cessation des paiements qui sera déterminé par le tribunal de commerce, cette date sera déterminée le jour de l'audience, et la date d'ouverture. Il y a une période dite suspecte parce qu'on considère que l'entreprise était en état de cessation de paiement pendant cette période, mais qu'elle n'était pas encore venue voir le tribunal de commerce. Et pendant cette période, tous les paiements passés peuvent être annulés si on considère que ça appauvrit de manière un peu trop significative l'entreprise pour récupérer cet argent. Ce qui veut dire par hypothèse que de manière générale, je ne connais pas dans le cas de cette dame si elle est ou pas en état de cessation des paiements, ça pourrait s'analyser en l'espèce, hein, mais de manière générale, plutôt des prudences sur des remboursements de ce type avant les ouvertures de procédures collectives, parce que si le tribunal de commerce décidait d'une date de cessation des paiements un petit peu remontée, de toute façon, c'est un paiement qui serait probablement annulé. Et au cours de la procédure collective, non, pas de remboursement de compte courant d'associé. Pourquoi? Parce que le compte courant d'associé, à l'instar de toutes les autres dettes de l'entreprise, va être figé au passif et que l'associé devient dans ce cas-là un créancier de sa propre société et qu'il ne pourra donc pas se rembourser dans d'autres termes que les termes du plan qui sera adopté et qui sont identiques pour tous les créanciers de la procédure collective. Il y a une notion d'équité, d'égalité des créanciers dans la procédure collective. Voilà. Très bien. Alors, une question qui va peut-être pas être facile à répondre parce que chaque cas est différent, mais sur quels critères le tribunal se base pour décider de placer l'entreprise en redressement judiciaire ou bien de décider de la mettre en liquidation judiciaire? Alors, oui, ça rejoint ce que j'ai dit. Alors, il y a un critère numéro 1 qui n'est pas un critère juridique, qui est un critère humain, c'est ce que veut faire le dirigeant. Parce qu'un dirigeant qui arrive en audience d'ouverture d'une procédure collective et qui présente une demande de liquidation avec un souhait d'arrêt d'activité, pour des raisons précises, hein, on ne dit pas j'ai envie d'arrêter, c'est bon. Non, il y a une mise en présentation à faire parce que le business est totalement essoufflé, parce que il n'y a aucune perspective. Je pense par exemple à les gens qui évoluent dans le monde des boîtes de nuit en ce moment, très très compliqué d'avoir une perspective de réouverture à très court terme, compliqué d'ouvrir autre chose qu'une liquidation judiciaire sur une boîte de nuit en ce moment, par exemple. Donc il y a une notion de volonté, c'est-à-dire est-ce que je m'inscris dans une poursuite, moi, à titre personnel dirigeant, et il y a une notion technique qui donc au-delà de l'état de cessation des paiements qui, dans les deux cas, doit être constaté, hein, en redressement et en liquidation, on est en état de cessation des paiements. En liquidation, il y a une poursuite de l'activité. En liquidation, il y a une absence de poursuite de l'activité qui est possible, qui est impossible. Et en redressement judiciaire, il y a une poursuite de l'activité qui est possible, et ça, le tribunal va l'apprécier très concrètement par rapport au prévisionnel qui sera remis le jour de l'audience. Voilà. C'est-à-dire que quand on fait un dossier de déclaration de cessation des paiements, donc le terme exact du terme dépôt de bilan qu'il faut oublier, c'est déclaration de cessation des paiements, on joint un prévisionnel quand on demande un redressement judiciaire. Le
prévisionnel de 6 mois, hein, ce n'est pas un travail d'audit incroyable, mais un petit prévisionnel de 6 mois pour dire voilà, moi je demande un redressement judiciaire avec une poursuite d'activité parce que je sais que les 6 mois qui viennent, je sais les financer. Voilà, j'ai des difficultés, mais je sais que je sais rester ouvert les 6 mois qui viennent. Par hypothèse, si on ne donne pas de prévisionnel quand on arrive au tribunal de commerce, le tribunal, lui, va interpréter ça comme une demande de liquidation judiciaire. Voilà, c'est très important. Pour ceux qui iraient tout seuls au tribunal de commerce, et de nouveau, bon, je vous invite à ne pas le faire, mais si vous allez vraiment tout seul, sachez que quand vous déposez votre déclaration de cessation des paiements, si vous ne mettez pas de prévisionnel et que vous n'en apportez pas le jour de l'audience, le tribunal, lui, à la lumière des textes, interprétera ça comme une demande de liquidation et non comme une demande de redressement. C'est un point très important à savoir. Voilà. Alors, justement, pour répondre à ta réponse, il y a PG, alors j'ai que les initiales, je sais pas, je connais pas le prénom. La difficulté du prévisionnel est d'avoir une visibilité sur ses commandes futures. Or, si les entreprises ont une visibilité à 1 mois en ce moment, c'est déjà bien. Qu'en pensez-vous? Oui, bah, c'est un prévisionnel, par définition, c'est un prévisionnel. Donc, alors, quand on est dans un business où on a un carnet de commandes certain parce qu'on a une visibilité un peu longue, parce qu'on a la chance d'avoir des marchés longs et fidélisés, c'est génial. Mais la majorité des PME, ce n'est pas le cas, surtout en ce moment. J'en pense que il faut être un peu imaginatif. Il faut écrire ce qu'on pense pouvoir faire, même si effectivement il n'y a rien qui nous le certifie, sans pour autant que ça soit délibérément pessimiste, ni délibérément fantaisiste. Voilà, on fait ce qu'on pense pouvoir faire. Un exemple très très concret, je suis à un restaurant, aujourd'hui je suis fermée malheureusement, je pense réouvrir en l'état, hein, en fait on prend ce qu'on a comme information en l'état, je pense réouvrir le 1er décembre parce que c'est des informations officielles qu'on a. Si je devais aller au tribunal de commerce pour ouvrir un redressement judiciaire aujourd'hui, bon, je me fais un prévisionnel qui commence au 1er décembre avec des encaissements, peut-être un peu prudent parce que c'est compliqué avec les distances sanitaires, il faut réduire un peu le chiffre d'affaires qu'on a l'habitude de faire et on tape sur ce qu'on fait d'habitude avec une petite baisse. Voilà, il faut imaginer au plus juste. Et il n'y aura pas de jugement du tribunal sur votre prévisionnel. Ou comment dire, une audience, tout s'explique. C'est-à-dire que quand il y a une question d'un juge, il ne faut pas le voir comme une défiance, il ne faut pas le voir comme un jugement. Il voudra une explication. S'il vous dit comment vous avez bâti votre prévisionnel, eh ben, vous expliquez comment vous avez bâti votre prévisionnel. Je suis un restaurant, j'ai été prudent, j'ai pris mes chiffres des derniers mois, j'ai enlevé un peu parce que je pense que voilà, il faut juste expliquer au tribunal le prévisionnel. Et si c'est expliqué et que les juges comprennent l'explication, il n'y a pas de difficulté pour moi. Voilà. Très bien, merci Charline. Alors, Julien nous dit, si une société a eu son PGE, mais brûle du cash jusqu'à nouvel ordre du fait de la pandémie, quel peut être le regard du tribunal s'il se met en sauvegarde rapidement? Il ne pourra que vous dire que vous avez fait une décision responsable. Moi, je ne vois pas en ce moment un tribunal de commerce ne pas saluer une anticipation d'un dirigeant parce qu'on est tous les professionnels de ce monde-là, les uns et les autres, à dire anticipation, anticipation, ne faites pas l'autruche, ne faites pas l'autruche, etc. Donc, un dirigeant qui va au tribunal alors qu'il a eu un PGE et il y va rapidement, il ne faut pas qu'il pense, moi j'ai eu un PGE, oh là là, on va me taper sur les doigts parce que j'ai déjà eu une aide, donc derrière, je ne peux pas demander une autre aide. Tout autre ordre, hein. Mais rien à voir. Malheureusement, il y aura beaucoup de PGE qui ne seront pas remboursés, probablement. Clairement, les professionnels, ils le savent, les magistrats, ils le savent très bien. Votre PGE, vous l'avez eu à un instant T pour vous aider dans une situation de trésorerie en mars, en avril, en mai. Depuis, on est reconfiné. Depuis, c'est de nouveau des difficultés. On ne pourra pas vous faire le reproche d'avoir utilisé un PGE qu'on vous a donné à un instant T et derrière, demander une procédure collective. Voilà. À mon avis, il n'y a pas de ni honte, ni crainte sur ce sujet. Très bien.
Alors, une question également posée en amont de ce webinaire, enfin même plutôt deux questions, de Frédéric, qui je crois est dans le Puy-de-Dôme. Alors, première question, comment expliquer que depuis mars 2020, le nombre d'ouvertures en redressement soit en chute libre? Très simple, l'effet, on va dire, pervers de l'ensemble des aides mises en place. C'est-à-dire que quand on fait des aides massives à la trésorerie, par des reports de charges, des exonérations de charges, des suspensions de loyer et des aides directes à la trésorerie par des PGE ou divers autres modes de financement, avances remboursées, etc. Mais par définition, on a des entreprises qui vont pas au tribunal de commerce puisqu'elles n'ont pas de crise de cash à un instant T, puisque l'État a tout fait pour qu'elles aient du cash. Donc, c'est l'explication la plus certaine de ces statistiques particulièrement bizarres. En fait, ça reflète juste les conséquences de l'ensemble des mécanismes mis en œuvre. Voilà. Alors, deuxième question de Frédéric, du Puy-de-Dôme. J'ai contracté un PGE sans lequel je serais incapable d'honorer mes dettes. Suis-je en cessation de paiement? Le PGE est donc de l'argent qui a été versé sur le compte de l'entreprise, c'est donc des liquidités. Et la notion de cessation des paiements est une notion très, très, très claire, écrite dans le Code de commerce, qui donc correspond à la notion où l'actif disponible est inférieur au passif exigible. L'actif disponible, schématiquement, ce que j'ai en banque, et en découvert, parce que le découvert peut être considéré comme de l'actif disponible, donc ce que j'ai en banque, versus les dettes qui s'accumulent, qui sont exigibles. Et j'insiste parce que des fois, j'ai des régions qui viennent me voir en pensant qu'ils sont en état de cessation des paiements parce qu'ils comptent leurs prêts. Par exemple, leurs prêts, ils me disent j'ai encore 500 000 euros de capital restant dû, je suis en état de cessation des paiements. Non, le prêt, il n'est pas exigible, il est à échoir. Donc, une dette exigible, c'est ça fait 4 mois que je n'ai pas payé mon bailleur. Ça fait 1 an que je n'ai pas payé l'URSSAF. Ça, c'est une dette exigible. Et si votre PGE, madame qui nous posait la question, couvre en liquidité vos dettes exigibles aujourd'hui, non, vous n'êtes pas en état de cessation des paiements. Et ce qui d'ailleurs rejoint votre première question, c'est bien pour ça qu'il y a un certain nombre d'entreprises qui ne sont pas au tribunal de commerce en ce moment, parce qu'elles ont eu des aides de trésorerie. Voilà. Bien. Alors, Inès nous demande quels sont les délais de réponse des décisions du tribunal de commerce? En procédure collective immédiate. C'est une juridiction de l'urgence et de la crise. Donc, de toutes les juridictions que je connais et que je pratique, principalement le tribunal de commerce, mais c'est vraiment la procédure la plus rapide, avec des délais de décision, de convocation, de réaction, les plus rapides qui existent. Voilà. Globalement, une liquidation judiciaire est décidée sur le siège. En droit, ça veut dire instantanément en audience, sur le siège du magistrat. Donc, vous savez immédiatement que vous êtes en liquidation judiciaire et vous allez avoir le jugement, donc le document officiel, peut-être sous 3-4 jours. C'est très rapide. Le redressement judiciaire n'est pas toujours décidé sur le siège, même si dans beaucoup de tribunaux quand même, en Ile-de-France en tout cas, et vous allez avoir le jugement sous 7 jours. C'est vraiment d'une juridiction d'une très grande célérité pour forcément s'adapter à des situations de crise. Voilà. Et je me permets, je vois dans le chat quelqu'un qui me dit insistez, Charline, sur le fait que je considère que les chefs d'entreprise comme ceux qui arrivent devant le tribunal. Oui, je l'ai dit tout à l'heure, mais je le répète, les chefs d'entreprise, les juges en face de vous au tribunal de commerce sont des juges consulaires. Ce n'est pas des juges qu'on fait l'ENM, l'École nationale de la magistrature, ce sont des chefs d'entreprise en exercice ou des anciens chefs d'entreprise. Pour la plupart, ils comprennent votre problème puisqu'ils l'ont rencontré dans leur vie, en vérité. Votre problème d'impayé client, votre problème de cash, votre problème avec vos salariés, ils ont été à votre place. Donc, ils le comprennent parfaitement. Voilà. Bien, merci Charline. Alors, je vais te poser une question longue, histoire que tu aies le temps de voir un petit coup. Alors, Julien nous dit, si une société est sur une activité très, très dégradée, ouvre une ERJ,
Fait un licenciement économique massif, prise en charge par les AGS, se met en stage pendant une période d'observation longue ou en attendant l'éventuel vaccin. Quel est le risque de mise en liquidation? Est-ce que tu l'as… Non, elle est écrite quelque part, cette question, que je la relise parce qu'elle est un peu longue. Elle doit être devant ton écran, normalement. Ah, là, elle est dans les… Ah non, elle ne s'est pas affichée comme les autres. Ah, puis je ne peux pas te la remettre. C'est une question de Julien. Si une société est sur une activité très très dégradée, ouvre une ERJ, fait un licenciement économique massif, prise en charge par les AGS, se met en stage pendant une période d'observation longue en attendant l'éventuel vaccin, quel est le risque de mise en liquidation? Franchement, je ne sais pas comment va se comporter son entreprise pendant un an. Si l'idée, je ne comprends peut-être pas très bien la question, si l'idée c'est de se dire, je me mets en procédure collective, je fais rien et j'attends un vaccin, mais dans l'intervalle, il n'y a pas d'activité, enfin, si c'est ça la question, non, ça ne marche pas. Parce qu'en période d'observation, il faut avoir de l'activité pour démontrer, sous l'œil observateur du tribunal, que l'entreprise a des moyens de s'en sortir. Donc, on ne se met pas en procédure collective pour attendre que ça passe. On se met en procédure collective, enfin, en tout cas en redressement ou en sauvegarde, pour démontrer à des professionnels que ça passe. Et ça passe dans le même sens du terme, que ça passe un plan, que ça passe dans le futur. Je ne suis pas sûre d'avoir compris la question, mais j'espère avoir aidé en disant non, on n'attend pas que ça passe en faisant rien. On met en œuvre des mesures et l'activité doit quand même être au rendez-vous. Voilà. Attends, je regarde si Julien nous a réécrit la question. Non. Bon. Une question de Jean-Charles. Un restaurant qui vient de s'immatriculer avant le démarrage de l'état d'urgence sanitaire a-t-il le droit de demander une procédure amiable avec une conciliation alors qu'il n'a véritablement pas démarré son activité? Oui, il n'y a pas d'exclusion légale. Après, on revient toujours sur la même notion d'activité, c'est-à-dire que s'il n'a pas démarré son activité, il va falloir que même s'il ouvre une procédure, il la démarre rapidement parce qu'on ne va pas pouvoir observer la rentabilité d'une société, que ce soit en conciliation ou en procédure collective, sans activité. C'est un petit peu compliqué de faire sans activité. Après, une conciliation, comme on l'a dit au démarrage, ayant pour but peut-être que de négocier des dettes. Je ne connais pas le cas de ce dossier. Peut-être qu'il veut ouvrir une conciliation que pour négocier des dettes alors que son activité n'a pas commencé. Pourquoi pas? En tout cas, il n'y a pas du tout d'exclusion dans les textes à cette situation. Si en opportunité, elle est bonne, pourquoi pas? Voilà. Bon, il nous reste très peu de temps. Oui. Je l'ai perdu ma question. C'est pas grave. Est-ce qu'une question de Dominique, est-ce que l'abandon de compte courant avec clause d'engagement de remboursement en cas de retour à une meilleure fortune est possible avant la cessation de paiement ou pendant la période d'observation? Alors, donc, pendant la période d'observation, on ne va pas toucher à ces notions de compte courant parce que je l'ai dit tout à l'heure, c'est du passif. Hein. C'est traité comme n'importe quel autre créancier. Ça va être figé au passif de l'entreprise. Et les conditions de remboursement de son compte courant seront figées dans un plan où tous les créanciers, schématiquement, sont traités de la même manière. On peut abandonner, par contre, en tant que dirigeant, son compte courant déclaré au passif dans le cadre de l'adoption d'un plan. Ça se fait assez souvent, d'ailleurs, et c'est plutôt bien vu. Hein, il faut quand même dire ce qui est, parce qu'on déleste un peu la société du passif. Et le faire avant, juste vous ne déclarerez pas votre compte courant au passif, hein, à mon avis. Donc, pour moi, peu importe. Le compte courant n'est pas un problème, à mon avis, dans la stratégie de dépôt, puisque de dépôt de la déclaration de cessation des paiements, parce que vous pouvez le traiter derrière en abandon. Hein, donc, voilà. Bien. Havana nous demande, je suis créancier. Ai-je la possibilité d'engager une procédure judiciaire contre une société mise en redressement ou en liquidation judiciaire? Non, c'est la grande force de la procédure collective, c'est l'arrêt des poursuites. Voilà. Donc, non.
sauf si vous êtes un créancier dit postérieur, c'est-à-dire que par exemple, vous êtes le bailleur et que pendant la période d'observation, la société crée des dettes locatives, vous allez pouvoir engager des poursuites en résiliation du bail, mais qui vont être faites dans un cadre un peu spécifique. Ça va, voilà, c'est après, si vous voulez, on dit que le tribunal de commerce, procédure collective, a une attraction de pas mal de procédures contentieuses. Quand on est en procédure collective, il y a pas mal de ces sujets qui vont être traités par le tribunal de commerce, procédure collective, ce qui est souvent gage d'un bon traitement pour les débiteurs, puisqu'on est plutôt là pour adopter un plan que pour donner raison aux créanciers. Navré s'il y a des créanciers qui nous écoutent, mais c'est la logique de la procédure collective. Elle est plutôt pour l'adoption d'un plan, etc., etc., comme je l'ai dit dès le démarrage. Voilà. Bien. Je me permets de saisir une question parce que je n'en ai pas du tout parlé et qu'effectivement, il faut en dire un mot. Je vois Hubert qui nous dit « Le tribunal de commerce peut décider d'un plan de cession. Comment cela fonctionne? L'entreprise est en RJ ou en LJ avec un délai. » Oui, je n'ai pas du tout parlé de la cession judiciaire. Oui, le redressement, pas la sauvegarde, pas la conciliation, pas le mandat ad hoc. Le redressement judiciaire et la liquidation judiciaire peuvent notamment avoir pour finalité, quand un plan en redressement est impossible et quand en liquidation, on a quelque chose à céder, de céder judiciairement les actifs, alors, de manière isolée ou de manière globale, donc le fonds de commerce. La procédure est menée dans un cadre tout à fait différent du cadre classique de la cession de fonds de commerce. On connaît avec une promesse, un acte définitif, etc. C'est un appel d'offres à candidat qui est ouvert par l'administrateur judiciaire, l'un des deux personnages dont on va parler tout à l'heure, qui cherche un repreneur dans un cadre un peu particulier, donc plus rapide, plus efficace. Voilà, un cadre de cession rapide avec beaucoup de dérogations, toujours dans cette logique de célérité et de faciliter une solution de sortie. Il y a des délais, oui, nous demandons du oui, il y a des délais, donc on appelle ça des dates limites de dépôt des offres côté repreneur, qui sont en général plutôt courts, toujours dans cette logique d'avoir des solutions de sortie de crise rapides. Ça, c'est si on n'arrive pas à faire un plan. Voilà. Et que le dirigeant dit aussi par lui-même, je ne vais pas y arriver, on ouvre un appel d'offres, on trouve un repreneur. Si on n'arrive pas à faire un plan de redressement, ça n'existe pas en sauvegarde, ce qui veut dire que les gens qui ont un peu peur de ça, ils disent oui, mais moi, j'ai peur d'aller au tribunal de commerce, on va me déposséder de mon entreprise, ça va être cédé à la barre du tribunal. Bon, la sauvegarde, on ne peut pas faire ça. La sauvegarde, il n'y a aucune logique de cession. Donc, par exemple, si vous hésitez, allez en sauvegarde, si vous avez peur de ça, personne ne vous dépossédera de votre entreprise. Voilà. Ce que je peux dire. Oui, je ne pouvais pas voir la question parce qu'elle a été posée dans le chat et non pas dans les questions. Oui, je rebondis qu'on a parlé de session judiciaire et qu'on n'en avait pas parlé. Effectivement, il faut en parler. Maintenant, la question obligatoire. Se faire accompagner par un avocat spécialisé est-il coûteux? La question obligatoire. Tout dépend ce qu'il faut faire. Enfin, honnêtement, c'est très compliqué et je répondrai exactement comme je réponds quand un client vient me voir. Ça dépend de la complexité. L'idée, c'est de faire au plus efficace et au plus juste. Donc, conseiller une simple consultation pour dire ce qu'il faut faire, non, c'est pas du tout cher. Une consultation d'avocat, c'est 1 heure, c'est à 100 horaires, c'est rien du tout. Enfin, c'est rien du tout. C'est pas grand-chose. Mettre en œuvre une procédure, ça dépend ce qu'il faut faire. Voilà, ça dépend de la taille de la société, ça dépend le niveau d'autonomie du dirigeant aussi, et ça, c'est une notion très importante. Moi, par exemple, quand je travaille avec les gens, quelqu'un qui maîtrise très bien les chiffres et qui va faire sa déclaration de cessation des paiements tout seul, qui est un document qui est plutôt un document de chiffres que de droit, et que j'ai pas à le faire, forcément, voilà, c'est mieux. Quelqu'un qui a déjà un expert comptable super réactif qui l'a fait, moi, j'ai pas à le faire, c'est mieux. Voilà, de manière générale, je pense qu'on n'est pas les avocats les plus chers. Alors, j'espère m'engager pour tous mes confrères quand je dis ça, parce qu'on est des avocats qui aident quand même à une situation de crise. Donc, par définition, on n'assomme pas les entreprises d'honoraires déjà assommées. Et on essaye d'avoir des logiques d'accompagnement
intelligente aussi sur les honoraires, type on facture pas trop pendant la période d'observation et on facture avec un honoraire de résultat si on a un plan. Voilà, on essaye quand même aussi de s'adapter intelligemment au comportement de la trésorerie de la société. En tout cas, moi, ça c'est à titre personnel mes valeurs. Je sais qu'elles sont partagées par un certain nombre de confrères que je connais très bien. Voilà, j'espère ne pas choquer des confrères en disant ça, mais je pense qu'on n'est pas les avocats du tout les plus chers du droit des affaires et qu'on sait s'adapter et qu'on sait attendre une situation de sortie de crise avec un honoraire de résultat, par exemple, pour ne pas taper sur la trésorerie de l'entreprise quand on l'accompagne en période d'observation. Voilà, si je peux répondre. Bien. Bon, alors une dernière question, et puis ça va joindre ce que je vais vous annoncer dans quelques minutes, c'est-à-dire que la semaine prochaine, on va continuer avec le tribunal de commerce, mais on parlera du rôle de l'administrateur judiciaire. Et donc, il y a beaucoup de questions à ce sujet-là, c'est pour ça que je les ai pas mises en avant. Donc, je donne la parole sur une question parmi tant d'autres. Là, je vais prendre la question d'Inès. Quel est le rôle de l'avocat en restructuring dans la procédure par rapport à l'administrateur judiciaire? Effectivement, c'est une question qui revient souvent. Et Charlotte, que tu reçois vendredi prochain, saura aussi très bien y répondre avec sa casquette d'administrateur judiciaire. Je dirais que déjà, la mise en œuvre de la stratégie de départ, c'est plutôt l'avocat. Pourquoi? Parce que l'administrateur judiciaire, par définition, il n'est pas encore désigné par le tribunal de commerce. Alors, ça ne veut pas dire qu'ils ne reçoivent pas sur consultation pour nous donner un peu les mêmes conseils que l'avocat en restructuring, mais il ne va pas pouvoir déposer la déclaration de cessation des paiements, la note d'explication qui va avec, vous assister à la première audience. Déjà, tout le début, la stratégie de départ, et je dis bien stratégie parce que souvent, on ouvre des procédures avec déjà l'anticipation de ce qu'on va y faire. Hein. On ne jette pas une pierre comme ça dans la mare en disant bon, on verra bien. Notre métier, c'est déjà très anticiper ce qui va se passer dans l'année qu'on va ouvrir. Hein. Donc, déjà, c'est la stratégie de départ. De manière générale, tout au long de la procédure, on garde quand même aussi un peu la main sur la stratégie. On la met en œuvre avec l'administrateur judiciaire qui valide, qui parfois n'est pas d'accord avec l'avocat. Et parfois, c'est très bien pour le dirigeant parce que le dirigeant va avoir un avocat qui a une position peut-être plus protectrice que l'administrateur judiciaire sur certains sujets. Voilà. Après, on n'est pas toujours obligé de rester complètement en avant dans un dossier. Moi, par exemple, je dis que une fois que j'ai ouvert une procédure et il y a un administrateur judiciaire, par exemple, qui a été désigné, que je connais bien, de confiance, qui a capté la stratégie, je ne vais pas être tout le temps là, à tous les rendez-vous, toutes les audiences. Je laisse un peu la main aussi et je serai peut-être là juste à la fin sur le plan. Donc ça, c'est par exemple pour les petits dossiers pour ne pas alourdir les frais. Sur les plus gros dossiers, on va avoir un rôle complémentaire de se challenger mutuellement sur la stratégie. Parfois un rôle aussi un petit peu jeu de rôle, justement, vis-à-vis des créanciers. Moi, je vais être l'avocat qui va avoir le rôle vraiment très, 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 très énervé, l'administrateur plutôt plus rond. Voilà, c'est vraiment, vous compreniez, nous, les avocats en restructuring, on les connaît bien, les administrateurs judiciaires, ils nous connaissent bien. En général, on travaille avec eux. Hein, il y en a 120 en France, administrateurs judiciaires. Donc, nécessairement, quand on fait que du droit de l'entreprise en difficulté, c'est des gens qu'on connaît, avec qui on sait travailler, avec qui on sait mettre en place ces stratégies, ces éventuels jeux de rôle pour protéger le dirigeant si besoin. C'est très fluide, c'est très, très fluide pour essayer de répondre à cette question de manière générale, mais qui nécessiterait des exemples plus pratiques et on n'a pas le temps. Voilà. Allez, une dernière très rapide pour bien expliquer qu'il faut agir vite. C'est Axel, j'ai une agence de voyage, j'ai quitté mes bureaux, licencié, baissé mon salaire, j'ai eu un PGE et je paie avec mes créances. J'arrive à 0 € d'ici 2 mois. Est-ce le bon moment pour vous de contacter pour me confirmer la cessation de paiement imminente? Alors, déjà, bonjour Axel, parce que je pense savoir qui c'est, parce qu'elle a déjà contacté Second Souffle, donc je pense que c'est vous. Bonjour. Oui, moi je vous ai déjà répondu en plus en l'espèce dans votre dossier, donc voilà. Oui, il faut que vous fassiez une déclaration de cessation des paiements, Axel,
Parce que si vous arrivez à 0, si vous avez compris ce qu'on se dit depuis un mois, enfin depuis une heure, pardon, vous n'avez plus de perspective de trésorerie. Vous ne pouvez plus rien payer demain. Donc oui, la réponse est oui. Voilà. Bien. Merci beaucoup, Charline. Merci beaucoup pour toutes ces explications. Il y avait encore plein de questions, mais on va arriver au terme. Hein. Charlotte va faire un peu doublon sur pas mal de choses que Oui. j'ai dit, donc que les gens n'hésitent pas à les reposer la semaine prochaine. Voilà. Alors, la semaine prochaine, on va continuer à parler du tribunal de commerce, mais ce ne sera pas Charlotte. Ça sera notre ami Nicolas Doucerin. Alors là, vous allez voir, donc là, vous avez écouté pendant 1 heure le côté tribunal de commerce, côté avocat, et maintenant, on va écouter le côté entrepreneur. Donc, Nicolas sera là pour nous expliquer tous ces petits secrets d'entrepreneur juste avant le redressement judiciaire. Voilà, c'est la semaine prochaine avec Nicolas, et le rôle de l'administrateur judiciaire, c'est la semaine d'après, le 20 novembre, avec Charlotte Faure du Conseil national des administrateurs judiciaires et mandataires judiciaires et qui est également associée au cabinet FHB. Voilà. Merci beaucoup Charline. Pas facile. Je te souhaite à toi et à vous tous et à vous toutes un excellent week-end et en espérant que pendant 1 heure on a pu répondre ou vous aider sur pas mal de sujets. N'hésitez pas, Second Souffle est là pour vous aider aussi. Merci à tout le monde. Merci beaucoup. Merci Bon William. week-end. À la semaine prochaine. Bye bye.